Allez, on y va. Donc bonjour à tous déjà. Moi je m'appelle Rémi Béranger, je suis sage-femme épidémiologiste et j'interviens donc sage-femme clinicien au niveau de la maternité du CHU de Rennes. J'ai une activité d'enseignement aussi au niveau des écoles et je suis épidémiologiste à l'Institut de recherche en santé environnement travail. Donc aujourd'hui c'est une thématique qui est un peu plus loin de mes thématiques habituelles. Je vais vous parler des dernières recommandations de pratique du Collège des sages-femmes auxquelles j'ai contribué, donc on était un certain nombre. Et plus particulièrement, je vais vous parler un petit peu des messages de prévention, notamment pendant la grossesse et autour. Alors, vous êtes peut-être déjà familier un petit peu du fait, cette notion, peut-être écarter le micro s'il y a un petit Larsen, cette notion en fait que la santé de la femme enceinte, la santé du fœtus va avoir des répercussions tout au long de la vie pour l'enfant à naître. Donc ça, c'est des choses, on commence à avoir des données scientifiques, déjà ça fait plusieurs décennies, on est relativement confiant sur ces données scientifiques. Ça a commencé dans les années 90 avec le docteur Barker sur l'alimentation, où on constatait en fait que les femmes enceintes qui étaient victimes de sous-nutrition pendant la grossesse allaient donner naissance à des enfants qui allaient avoir un surrisque de décès, de pathologies cardiovasculaires, d'AVC, etc. Ça a commencé comme ça. Et ça s'est progressivement élargi, notamment aux expositions chimiques et à l'environnement, avec ce qu'on a appelé plus tard les hypothèses d'OAD. C'est pour origine développementale de la santé et des maladies. Et maintenant, on commence à parler des 1000 premiers jours de vie. Je pense que vous avez dû entendre parler de ça actuellement dans la presse. L'idée, en fait, c'est d'étendre cette période de la grossesse aux 2 premières années de vie, pour inclure en fait les périodes de développement du cerveau les plus intenses. Alors, le lien de l'environnement sur la santé, en fait, il est connu maintenant de plus en plus pour les aspects chimiques. On pense tout de suite à la chimie quand on va parler d'environnement. Mais il ne faut pas oublier l'aspect, on va dire, tout ce qui est bactériaux. On sort de 2 ans de pandémie, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, je vois qu'il y a encore des masques. On connaît les effets du Zika, on connaît les effets de la tuberculose, de la toxoplasmose, on connaît les effets de la rubéole sur le développement de l'enfant. Il y a également tout ce qui va être les rayonnements, notamment les rayonnements ionisants ou les basses fréquences qui vont avoir des impacts sur la grossesse. Mais on pourrait également inclure l'alimentation, je vous en ai parlé tout à l'heure avec les hypothèses Barker, l'activité physique. Donc là, on est plutôt sur un effet bénéfique. L'environnement, ce n'est pas que des effets délétères, c'est aussi des effets positifs. Donc l'activité physique va avoir des effets, par exemple, sur la variabilité de la fréquence cardiaque du cœur du bébé pendant la grossesse. Et ça va jouer sur son activité, son développement cérébral, sur son développement cardiaque pour la suite. Et on a aussi ce qui commence à émerger de plus en plus, les aspects socio-économiques. On sait que du coup, les enfants qui vont vivre et grandir dans des milieux défavorisés socio-économiquement vont effectivement partir défavorisés sur le développement neurologique, puis plus tard sur tout ce qui va être position sociale, etc. Et tout ce qui est psycho-affectif. Des enfants qui vont grandir dans des milieux carencés sur le plan psycho-affectif vont avoir derrière des attachements qui vont être plus compliqués par la suite. On a des adolescents et des jeunes adultes, par exemple, qui vont avoir plus de mal à gérer leurs relations et avoir plus de troubles relationnels par la suite. Alors tout ça, ça va nous inciter à faire de la prévention, bien évidemment, c'est pour ça qu'on est là. Maintenant, faire de la prévention sur ces thématiques, ça va relever plusieurs difficultés. La première, je pense que vous l'avez déjà pointé du doigt, c'est qu'on a abordé déjà énormément de thématiques différentes et que c'est extrêmement difficile d'avoir des connaissances sur des milieux et des thématiques aussi larges. Donc pour les professionnels de terrain, c'est compliqué d'être en mesure de répondre aux questions sur tout un tas de sujets, aussi larges que ça. Il y a la question du coup des messages de prévention, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, il y a beaucoup d'injonctions à faire passer des messages de prévention, et pourtant on n'a pas beaucoup de temps en clinique, on n'a pas assez de temps pour tous les faire passer. Et après, il y a aussi la question du coup de ne pas court-circuiter les messages. Il y a cette idée que vous allez avoir des messages qui sont plus importants que d'autres, donc par exemple perdre du temps, entre guillemets, pour parler du Wi-Fi, alors que vous n'avez pas abordé l'alcool et le tabac. D'un point de vue de santé publique, du coup, c'est une perte de chance. Mais il y a également le problème des messages qui vont être contradictoires. Et on l'a vu, nous, sur l'écriture des RPC, on a eu des discussions un peu âpres entre le groupe chargé de la prévention de l'allaitement et le groupe chargé de la mort inopinée du nourrisson, par exemple. Par exemple, sur la tétine, vous avez les pro-allaitements qui vont être contre la tétine, et vous allez avoir ceux qui défendent la mort inopinée du nourrisson qui vont dire non, la tétine, ça va prévenir de la mort inopinée. Donc vous avez le Collège américain des pédiatres qui recommande de mettre une tétine à tous les enfants. Alors du coup, il faut trouver aussi un compromis pour avoir un discours qui est homogène entre les professionnels. Ça, c'est qu'un exemple, il y en a beaucoup d'autres.
Donc, au printemps 2021, le Collège national des sages-femmes a sorti ses deuxièmes recommandations de pratique sur la thématique intervention pendant la période périnatale, avec 2 grands objectifs. Le premier, ça va être justement de faire cette synthèse de la littérature qui manquait et de proposer en fait une base de connaissances accessible aux professionnels, justement pour pouvoir répondre aux familles et pouvoir présenter en fait des messages de prévention en fonction de la thématique souhaitée. Le deuxième, ça a été de proposer une hiérarchie dans ces différents messages, justement pour tenir compte de manière pragmatique du temps clinique qui nous reste. Donc 4 axes pour ces recommandations de pratique. Un premier axe qui va être autour des comportements maternels, donc activité physique et consommation de substances psychoactives notamment. Un axe autour de l'alimentation, donc tout ce qui va être variation de poids, tout ce qui va être apport nutritionnel, contamination aussi des aliments, ça va jouer dans la balance bénéfice-risque, et également tout ce qui va être supplémentation vitaminique. Un troisième axe sur les expositions chimiques, avec à la fois les usages domestiques de produits chimiques, donc ça va aller des produits ménagers aux pesticides en passant par les matériaux de construction, et tout ce qui va être utilisation de cosmétiques, qu'on oublie souvent, mais qui est une source certainement majeure d'exposition chimique dans le cadre domestique. Et enfin, un quatrième axe, donc vous voyez c'est assez large, il y a beaucoup de thématiques, chaque chapitre est complètement indépendant, on peut fonctionner comme une recommandation indépendante. Donc un chapitre sur l'allaitement maternel, un chapitre, je vais y revenir par la suite, sur tout ce qui va être mise en place de l'attachement mère-enfant et accompagnement des parents, et notamment c'est là qu'on va avoir la prévention de la dépression périnatale, un chapitre sur les écrans, un chapitre sur la mort inattendue du nourrisson et un chapitre sur le bébé secoué. En parallèle, ces recommandations se sont appuyées sur d'autres sociétés savantes. L'idée qu'on avait, c'était justement de favoriser un discours homogène, c'est-à-dire que tous les professionnels autour de la périnatalité soient raccords sur les messages délivrés, pour ne pas perdre en fait en crédibilité et pas rompre la confiance en fait avec les familles. Donc il y avait dans le groupe d'experts la Société française de pédiatrie ambulatoire, le Collège de médecine générale, le CIAN qui représentait les usagers, et on a également travaillé avec Santé publique France. Donc les 2 responsables du site, alors c'était Agir pour bébé, c'est devenu 1000 premiers jours de vie, ça vous parle peut-être. Donc les 2 responsables du site étaient en groupe d'experts pour vérifier la concordance des messages. Et avec Chloé Barazinski, donc on était nous dans le groupe en charge de l'écriture des fiches. On a participé à la relecture, en fait, côté Santé publique France, justement pour vérifier que tous les messages soient homogènes. Alors, au final, on a donc 10 chapitres qui sont indépendants, reliés par un chapitre de synthèse qui propose une hiérarchie. Alors, ça fait plus de 500 pages, il y a 170 recommandations, je n'ai pas assez de temps en 20 minutes pour tous vous les faire, donc je vous propose plutôt de vous cibler sur certains éléments clés pour vous présenter un petit peu le contenu. Donc, première figure, je pense, qui va peut-être vous intéresser, c'est cette notion justement de hiérarchie. Donc, la première chose, si vous regardez un petit peu notre classification, c'est que, en fonction de la période où vous vous trouvez, ce n'est pas les mêmes éléments qui vont être prioritaires et qui vont être les plus intéressants en termes de santé publique pour les familles. Si vous êtes sur la période préconceptionnelle, par exemple, vous voyez que ça va tourner plutôt autour de tout ce qui va être consommation, donc alcool, drogue, tabac, alimentation, activité physique, qui vont arriver en tête de liste. Quand vous avancez dans la grossesse, vous allez avoir des éléments qui vont se rajouter autour de l'allaitement maternel et de l'accompagnement des familles, puisqu'on va commencer à faire attention à la prévention de la dépression périnatale. Quand on avance dans la grossesse, 2e, 3e trimestre, l'ordre commence à changer. On va faire remonter l'allaitement maternel et cet accompagnement des familles, et on va faire descendre, du coup, certains éléments autour de l'exposition chimique. La formation des organes au niveau du fœtus est déjà formée, donc il y a moins de risque de tératogénicité. Il y a d'autres éléments en termes de balance bénéfice-risque qui vont prendre le pas. Et quand on va être sur le postpartum, ça change complètement. On va avoir en tête de liste les rythmes et les besoins du nouveau-né, puis l'allaitement maternel, etc. Et tout ce qui est consommation de substances psychoactives, alimentation, va finir finalement en queue de liste. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler surtout du chapitre 7, qui est peut-être le plus actuel en ce moment, parce qu'on en parle beaucoup. On parle de la séance postnatale notamment. C'est ce chapitre-là qui va être un peu plus impacté. Donc le chapitre 7, il a 3 axes principaux. Il va toucher autour du rythme du nouveau-né. Il va toucher autour de la mise en place des liens d'attachement. Et il va toucher également à tout ce qui est accompagnement des parents dans le sens prévention de la dépression périnatale. Donc,
quelques extraits, je vous ai mis quelques extraits sur les diapositives pour présenter un petit peu le contenu. Quand on discute avec les collèges de pédiatres et quand on discute avec le site Mpédia sur lequel on s'appuyait, la principale cause de consultation et la principale cause d'appel sur le site Mpédia, c'est les cris des enfants. Alors, on a fait le choix de parler de cris du bébé et pas de pleurs du bébé. Ça, c'est plutôt un positionnement par rapport aux familles, parce que les pleurs, ça a toujours une connotation en fait détresse, alors que le cri, c'est plutôt un moyen de communication qu'a l'enfant pour nous faire passer des messages. Donc, ce cri du bébé, en fait, effectivement, c'est quelque chose qui peut angoisser les parents. Donc, vous avez un certain nombre d'éléments factuels, vous avez des éléments de synthèse, vous avez des recommandations en lien. Donc, le nouveau-né de moins de 3 mois crie par période plus ou moins longue dans la journée. Et on considère normal, du coup, d'avoir jusqu'à 2 heures de cris par jour. C'est important de donner des seuils, en fait, pour que les gens ne soient pas perdus. On a donc dans les recommandations, dans les premiers mois de vie, le bébé a besoin de passer du temps dans les bras des parents, parce que ça aussi, c'est des questions qui reviennent. Est-ce que je dois prendre le bébé ou est-ce que je dois le laisser pleurer? Donc la réponse est, a priori, avec les données dont on dispose, plutôt le prendre. On a également, il convient d'essayer de toujours calmer le bébé en le berçant dans les bras. Et il y a une nuance, mais de le laisser tranquille sans s'alarmer si les mesures d'apaisement s'échouent. C'est-à-dire s'il continue à pleurer, c'est pas grave. Et là, on fait le lien avec le texte sur les bébés secoués. Un bébé qui pleure, qui est inconsolable, il est plus en sécurité finalement sur le dos dans son lit, il ne peut rien lui arriver, alors que dans les bras d'un adulte qui s'énerve, potentiellement, on peut avoir un risque derrière de bébé secoué. La consultation dédiée sera justifiée si les cris sont inconsolables, inhabituels et qui durent plus de 3 heures par jour, ou alors qu'on a des cris qui sont insupportables pour les parents. Parce que ça peut être aussi une manifestation d'une forme de dépression, ou alors ça peut être un risque effectivement de passage à l'acte. Donc en fait, on va orienter vers la consultation. Donc vous avez aussi des outils qui sont disponibles sur ces recommandations. Donc là, c'est un logigramme pour vous orienter sur une consultation, par exemple, si vous avez un bébé qui pleure. Donc la première chose, déjà, c'est le terme. Si on est avant 8 mois ou après 8 mois, on n'aura pas forcément la même approche. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Vous voyez du coup que jusqu'à 6 mois, en fait, on va regarder si le bébé est potentiellement algique ou hypotrophe, donc ça va être peut-être plus un problème d'alimentation, donc on va plutôt traiter les symptômes et revoir du coup les questions d'allaitement. S'il est eutrophe, s'il n'y a pas de douleur a priori, on va plutôt s'orienter sur des troubles de l'interaction qui pourraient être en lien avec un trouble de séparation entre la figure parentale et le bébé, ou alors peut-être une manifestation de détresse maternelle, de dépression maternelle. Donc on va essayer d'investiguer plutôt le côté un peu psychologique, si je puis dire. 6 à 24 mois, en général, on pense plutôt à des formes psychologiques, mais il peut quand même y avoir effectivement des formes un peu plus mécaniques. Donc, il y a 2 grands schémas, c'est soit des troubles de l'endormissement, soit des réveils chez un enfant qui est déjà endormi. Si on a des troubles sur l'endormissement, ça va plutôt être là aussi des problèmes de séparation avec la figure parentale. Si c'est des réveils nocturnes, donc soit ces premières parties de nuit, terreur nocturne, soit ces deuxièmes parties de nuit, peut-être effectivement plus quelque chose de psychologique, ça rejoint effectivement peut-être un cadre particulier des événements qui sont survenus. Et après, bien sûr, tous les aspects un peu plus, on va dire, cliniques qui vont orienter vers des spécialités spécifiques. Je passe un petit peu vite, je suis désolé. Concernant la mise en place des liens d'attachement, donc là aussi, cette histoire de proximité avec l'enfant n'est pas toujours évidente pour les parents, c'est-à-dire est-ce qu'il faut prendre un bébé à chaque fois qu'il demande ou est-ce qu'il faut le laisser du coup pour éviter qu'il crée une dépendance? Ça, c'est des choses qu'on revoit souvent. La réponse, là aussi, est fournie, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il vaut mieux prendre, dès qu'un enfant réclame, plus vous prenez l'enfant, plus il va être sécure dans ton attachement, plus l'enfant va se détacher en fait, de lui-même, de la figure maternelle. Et au contraire, c'est-à-dire si vous créez la distance trop tôt avec l'enfant, il va essayer de se rapprocher de vous pour essayer de garder un maximum de liens. Donc en fait, c'est le mécanisme inverse. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut tenir compte du bien-être du bébé, bien sûr, mais aussi des parents. C'est-à-dire qu'un parent qui n'est pas en capacité de s'occuper de l'enfant, effectivement, il ne va pas pouvoir s'en occuper correctement. Donc dans les recommandations, vous allez retrouver du coup différentes phrases. Il est recommandé d'informer les parents que répondre aux besoins du bébé favorise un attachement sécure et donc de l'autonomie et non pas de la dépendance. L'enfant a besoin de la disponibilité de sa mère et du substitut les 3-4 premiers mois. Et cette disponibilité doit être nuancée au-delà, donc effectivement après il faut créer un peu plus de distance, ou alors lorsque les parents émettent une plainte légitime ou sont épuisés. Là effectivement c'est pour essayer de préserver aussi les parents. La troisième partie qui est plus orientée sur la prévention de la dépression périnatale,
Donc la première recommandation qui peut vous paraître triviale, mais qui pour nous était importante, la sécurité émotionnelle des femmes et de leurs partenaires doit s'aborder avec la même rigueur que la sécurité somatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Actuellement, sur les consultations, ce qu'on constate, c'est qu'on va plutôt déjà s'occuper prioritairement des éléments cliniques. On va vérifier la vaccination, on va vérifier les contractions, les pertes liquides, etc. Sauf qu'en fait, quand on regarde les chiffres épidémiologiques, la première cause de mortalité, ce n'est pas les varices, d'accord ? Ce n'est pas un problème de vaccination, c'est le suicide, d'accord ? Donc on a intérêt effectivement à investiguer avec la même rigueur ce qu'on a fait il y a quelque temps sur l'hémorragie de la délivrance, la même chose sur le suicide, parce qu'effectivement maintenant c'est devenu la première cause de mortalité chez les femmes, en tout cas celles qui accouchent. Au total, l'anxiété du premier trimestre est à dépister, effectivement, c'est le principal facteur de risque qu'on connaisse à l'heure actuellement, qu'on puisse corriger, qu'on connaisse sur la dépression du postpartum. Donc l'anxiété du premier trimestre est à dépister et c'est un facteur de risque important de troubles émotionnels affectifs. Et également, ce qu'on a rajouté, c'est en termes de signes à connaître. Un signe important, c'est le retrait relationnel durable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est des enfants, en fait, quand la mère le prend ou le regarde, l'enfant détourne la tête. Ça, en général, c'est un signe, c'est un bon marqueur d'un risque de dépression maternelle. Alors, bien sûr, ce n'est pas un diagnostic, mais c'est un signe à connaître. En général, quand on l'a vu une fois, on s'en rappelle. Alors, il y a aussi quelques conseils sur le positionnement qui sont presque tout aussi importants dans ce chapitre que le contenu, finalement, des interventions. Donc, une attention particulière doit être portée sur la manière de poser les questions ayant trait à l'intime. Alors, ça paraît d'une évidence flagrante. Mais effectivement, si vous posez certaines questions trop tôt, vous risquez d'avoir une réponse négative. Et au fur et à mesure des contacts, reposer la question, la poser différemment au bon moment peut vous donner des réponses forcément différentes. La création d'un premier lien de confiance avec le professionnel de la grossesse est essentielle avant d'orienter vers une psychologue ou une assistante sociale. Effectivement, si vous orientez quelqu'un au premier contact alors que la personne n'a pas confiance en vous, elle n'ira pas. Le contenu des transmissions aux autres professionnels s'élabore avec la femme ou le couple. C'est-à-dire que vous construisez finalement vos éléments de transmission avec le couple, ou éventuellement vous leur remettez les éléments de transmission pour favoriser la confiance. Et les transmissions ne doivent contenir forcément que les éléments utiles à la prise en charge. Et enfin, il est recommandé d'expliquer le fonctionnement du système de soins, le rôle de chaque professionnel, surtout si derrière il va y avoir un soutien spécifique, pour que du coup tout le monde soit identifié plus facilement par la suite. Donc ça, c'était quelques extraits effectivement du chapitre 7. Vous avez également un certain nombre de conseils généraux qui vont être en lien avec plutôt le chapitre de synthèse. C'est plutôt sur des précautions générales en lien avec la prévention. La première chose, vous l'avez peut-être déjà constaté, mais les couples ont toujours des questions et des préoccupations générales quand ils viennent vous voir. Si vous ne répondez pas à ces questions, ils ne vont pas être réceptifs pour vos messages de prévention à vous. Donc vous avez intérêt à répondre aux questions, même si elles sont secondaires, et donc d'aménager des temps qui leur permettent de formuler ces questions et ces préoccupations pour ensuite pouvoir faire passer vos messages de prévention. Il y a également la question des messages discordants. Deux professionnels qui donnent des messages discordants, c'est une perte de confiance. Donc ça nécessite effectivement que tout le monde se forme et s'informe en fait auprès des mêmes sources. La famille peut avoir du mal à hiérarchiser les risques. C'est vrai aussi pour les professionnels. L'exemple classique qu'on voit, nous, c'est l'alimentation. Des gens, par exemple, qui vont être inquiets des pesticides, je pense que vous en connaissez tous, qui vont vous dire, ce que je fais, j'ai passé au bio, donc je mange un peu moins, mais je mange un peu mieux des fruits et légumes, par exemple. C'est un mauvais calcul. Le bénéfice à consommer des fruits et légumes frais est très largement supérieur au risque de consommer des résidus de pesticides dans les fruits et légumes. Donc en fait, vous avez intérêt à augmenter votre consommation de fruits et légumes frais plutôt qu'à la réduire en mangeant du bio. Donc si vous mangez du bio, tant mieux, mais à consommation constante. D'accord ? On le voit aussi, alors je pourrais parler aussi du poisson. Le poisson, c'est un des éléments les plus contaminés en métaux lourds, en tout ce que vous voulez. Et pourtant, quand on fait des études de cohorte sur le neurodéveloppement, si on ne corrige pas sur la consommation de poisson, on n'arrive pas à détecter les effets des contaminants environnementaux sur le développement neurologique des enfants, pour vous dire l'impact par rapport à l'environnement. Donc il faut faire attention aussi au discours culpabilisant. Alors des fois, c'est pas forcément... Si vous dites par exemple à des familles, alors pas d'écran chez les enfants avant 3 ans,
Vous avez des gens qui ont par exemple un logement avec une seule pièce et des aînés qui vont regarder la télé. La personne ne pourra pas changer ses pratiques. La seule chose que vous allez faire, c'est que vous allez la culpabiliser parce qu'elle sait qu'elle aurait dû faire autrement et qu'elle n'est pas en capacité de le faire. Donc effectivement, c'est de faire attention au contexte pour en tenir compte. Et enfin, donc, la question des supports d'information, c'est-à-dire que vous avez des tas, je pense, de brochures effectivement sous la main. Une brochure d'information ne remplace pas une information donnée par le praticien. En fait, ça n'a même aucun impact. Les gens ne lisent pas les brochures. La seule chose à laquelle ça sert, c'est quand vous présentez une information à quelqu'un, vous pouvez montrer le support en même temps, lui expliquer ce qu'il va y avoir dans le support. Là, les gens vont le lire. Mais si vous mettez un tas de brochures sur la table dans la salle d'attente, la seule chose qui passe, c'est que vous participez à la destruction des forêts. C'est tout ce que ça va changer. Donc l'accès au texte, si vous êtes intéressé, est complètement gratuit, accessible intégralement sur Internet. Donc tout le monde peut y avoir accès, il n'y a pas besoin d'abonner à quoi que ce soit. La diffusion est libre, c'est-à-dire que vous pouvez la diffuser autour de vous, et vous pouvez réutiliser à votre compte les figures et les iconographies, par exemple pour des affiches ou pour un réseau périnatal. Donc les textes sont disponibles directement sur HL, c'est une plateforme de partage universitaire de documents en ligne. Sinon, vous allez sur le site du Collège des Sages-Femmes, vous avez tous les liens pour accéder aux textes et pour les télécharger. Et les textes ont également été traduits en anglais, et donc vont également être accessibles gratuitement en intégralité en langue anglaise, et ils vont être diffusés dans la revue Journal of Midwifery and Women's Health. Donc c'est la revue du Collège américain des sages-femmes, donc a accepté de diffuser nos recommandations en anglaise pour nous. Et on est plutôt content parce que c'est la deuxième meilleure revue internationale en maïeutique. Voilà, donc les recommandations de pratique sont plutôt à destination des professionnels, et le site des 1000 jours qui a été fait en parallèle est plutôt à destination des publics. Donc si vous avez besoin d'orienter les familles vers des sites d'information, vous pouvez sans crainte aller vers ces sites ou vers l'application des 1000 premiers jours qui vient de sortir. Donc remerciements au reste du comité de pilotage de ces recommandations. Donc Chloé Barazinski qui est sage-femme à Clermont-Ferrand, Catherine Saligné qui est pédiatre dans le sud-ouest, je suis désolé, je ne retiens jamais la ville, Cécile Zaros qui est épidémiologiste à l'INED, les 25 membres, bien sûr, du groupe d'experts qui ont été chargés de la rédaction des textes, les 86 relecteurs qui ont été chargés de relire l'intégralité de tous les textes, et bien sûr, donc, le Collège des sages-femmes qui a financé l'intégralité de ces recommandations de pratique. Alors, c'est un effort considérable pour le Collège, parce que c'est 50 000 € de budget, quand même, pour la production de l'intégralité des textes. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention, et puis je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup Rémi, déjà bravo pour cet énorme travail et merci pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi j'en ai peut-être juste une petite pour commencer. Sur le dépistage de l'anxiété pendant la grossesse, est-ce que dans les recommandations vous fournissez des outils? Est-ce qu'il en existe des outils cliniques de dépistage? Alors pour l'anxiété, il existe 2 échelles à ma connaissance. Je n'ai pas le nom en tête. Alors il y en a une qui est très mal faite. Mais je sais qu'il y a 2 échelles. Il y en a une en 21 items qui est disponible en français. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être plus le nom que moi. L'échelle d'Édimbourg, c'est le dépistage de la dépression et qui est plutôt validée pour le postpartum. Donc elle marche très bien en fait après un mois. C'est possible que ce soit ça. Alors je sais qu'il y a aussi EPIS qui existe, qui est une échelle, qui est plutôt une échelle de défaveur sociale, entre guillemets, d'isolement, qui n'est pas un marqueur d'anxiété, mais qui peut être utilisé parce que c'est assez corrélé finalement. Voilà, c'est plutôt des facteurs de risque par la suite. Mais j'avoue que je n'ai pas l'échelle en tête. Du coup, moi j'enchaîne sur ma question. Tu as beaucoup parlé de la prévention de la dépression, du postpartum, prévention et de dépistage. Est-ce que là aussi, dans les recos, je ne me souviens plus, est-ce que vous êtes allé jusqu'à proposer une échelle et est-ce que vous recommandez Édimbourg ou pas? Parce qu'on vient d'avoir cette discussion avec des gens qui se positionnent contre et je ne comprends pas. Ah ouais. On aborde Édimbourg et on le recommande. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Édimbourg, elle est validée normalement à partir de 6 semaines en postpartum. Donc pour le postpartum immédiat, par exemple en hospitalier, elle est déjà utilisée. Le problème, c'est que les seuils qui sont définis comme étant le seuil de risque ne sont pas les bons, parce qu'avec le baby blues, en fait, on est toujours au-dessus. Donc je sais qu'il y a des équipes qui l'ont déjà utilisé en recherche et rajouté 2-3 points sur l'échelle. De manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a à peu près 10% des femmes qui vont être sur des niveaux de dépression.
Donc ce qui peut être fait, c'est sur une structure, essayer de tester le questionnaire pour essayer de dégager le 10e percentile et fixer un seuil. Ça peut être une solution, à défaut d'autre chose. Sinon, il y a le MIBS qui peut être utilisé, c'est l'échelle d'attachement, voilà, qui est aussi un prédictif de l'échelle d'Édimbourg, de la dépression, mais c'est pas tout à fait, voilà, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais, bah super, merci beaucoup. Merci. Oui, alors vous allez voir la présentation de Jade Merer. A priori, ne montre pas de rapport et en réalité, on avait vraiment pensé cette table ronde avec Pauline pour qu'il y ait un vrai rapport avec comme objectif vraiment de vous présenter 3 présentations un peu différentes sur des thèmes différents mais qui traitent tous de la préparation et de l'information des femmes en période prénatale. Et donc, merci d'avoir traité un des aspects. Jade va traiter encore un autre aspect et Nathalie encore un autre aspect. Donc, je pense que vous aurez une vision un peu globale des choses. Donc, Jade, on va te laisser te présenter, mais on est très content de t'écouter. Merci d'avoir accepté de venir. Merci pour cette invitation. Donc, je m'appelle Jade Merer, je suis sage-femme épidémiologiste. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'information des femmes sur la prise en charge de la douleur durant le travail. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, pourquoi on va informer les femmes sur la prise en charge de la douleur et sur les moyens de prévenir cette douleur durant le travail ? Tout simplement parce que l'information, c'est la clé de voûte de la prise en charge analgésique. Et finalement, cette information, elle est nécessaire et essentielle pour que les femmes puissent formuler leur choix analgésique de manière éclairée, mais aussi partager avec les professionnels de santé qui vont les accompagner durant l'accouchement après. On peut se poser la question sur quel sujet il faut informer les femmes absolument durant la grossesse ou même durant le travail. Et bien d'abord sur la douleur, ça peut paraître un petit peu trivial, mais la douleur c'est un concept de manière générale qui est relativement complexe avec différentes dimensions, des dimensions plutôt physiques comme la dimension sensoridiscriminative et puis des dimensions plus psychologiques comme la dimension cognitivo-comportementale ou motivo-affective. Donc cette douleur elle va prendre en compte beaucoup de dimensions et pas seulement juste l'aspect physique. Durant le travail, on sait que la douleur qui est ressentie par les femmes, c'est une des douleurs les plus intenses décrites dans la littérature. Sans tomber dans le catastrophisme, c'est important que les femmes soient prévenues de cette intensité douloureuse et que finalement l'intensité douloureuse, elle va augmenter progressivement au cours du travail pour atteindre le maximum au moment des efforts expulsifs. Si on s'intéresse maintenant aux différents moyens de prendre en charge cette douleur, j'ai commencé exprès, je dirais, par l'analgésie périmédulaire qui est en France utilisée par plus de 80% des femmes. C'est reconnu à l'international comme la méthode d'analgésie la plus efficace pour diminuer l'intensité de la douleur. On sait donc que c'est très efficace sur cette dimension physique de la douleur, mais d'autres publications montraient par exemple qu'elle était peut-être un petit peu moins efficace pour prendre en charge la dimension psychologique et que des femmes qui pouvaient être par exemple angoissées pendant le travail ou liées à la douleur, etc., avaient toujours cette angoisse malgré qu'elles soient soulagées par l'analgésie périmédulaire. Cette analgésie périmédulaire, elle est considérée comme l'analgésie de premier choix dans les recommandations de 2018 de la Haute Autorité de Santé sur l'accouchement normal et du fait d'ailleurs de son efficacité, mais aussi de sa balance bénéfice-risque qui est très favorable puisqu'elle compte très peu d'effets secondaires graves et qui surviennent en plus de manière très rare. Il y a de moins en moins de contre-indications absolues à cette analgésie périmédulaire, donc de plus en plus de femmes peuvent en bénéficier puisque des débats qui ont eu lieu pendant différentes années sur les tatouages ou le niveau des plaquettes sont maintenant résolus, je dirais, et beaucoup plus de femmes peuvent avoir accès à l'analgésie périmédulaire. Et puis on sait qu'avec les techniques modernes, maintenant, on diminue les quantités d'anesthésiques locaux qu'il y a dans l'analgésie périmédulaire. Donc il y a un bloc moteur qui est moins important. Et la littérature internationale, et notamment la dernière revue Cochrane qui est parue, montre qu'il n'y a pas de retentissement obstétrical des techniques modernes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet sur le taux de césarienne ni sur le taux d'accouchement instrumental. Il existe également d'autres méthodes pharmacologiques. Alors en France, elles sont représentées par l'inhalation de protoxyde d'azote et puis les opiacés intraveineux, alors soit en injection unique, soit en pompe autocontrôlée.
Mais finalement, contrairement à l'analgésie périmédulaire, le message qu'il faut faire passer, c'est que la balance bénéfice-risque, elle est relativement en défaveur de leur utilisation à grande échelle. Ce ne sont pas des techniques qui vont être utilisées de manière relativement courante et étendue, je dirais, dans les maternités. D'une part parce que leur efficacité est moindre que l'analgésie périmédulaire et qu'elle comporte de nombreux effets secondaires qui empêchent leur utilisation sur le long terme durant le travail. On ne peut pas renouveler plusieurs fois, par exemple, des injections uniques de nalbuphine. Et les effets secondaires peuvent être graves pour les opiacés, puisqu'on parle quand même de dépression respiratoire maternelle ou néonatale à la naissance. Si on reprend les recommandations de la HAS de 2018, il parle plutôt d'analgésie donc de seconde intention qui serait plutôt réservée à des femmes en début de travail, donc on parlait tout à l'heure des injections uniques de nalbuphine, ou bien pour les cas de contre-indication à l'analgésie périmédulaire. Et là, on peut citer les pompes autocontrôlées, par exemple, de rémifentanil, qui sont en place dans certaines maternités. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, peut-être que ces méthodes-là, elles ne sont pas à présenter de manière systématique aux femmes, mais qu'il faut avoir en tête et pouvoir répondre à leurs questions parce qu'à l'international, les recommandations sont différentes et que les opiacés sont par exemple très utilisés dans les pays anglo-saxons. Ils ont beaucoup moins de difficultés à le proposer, même dans le travail avancé. Et donc, il y a des femmes qui peuvent s'être renseignées ou qui ont même vécu à l'étranger, qui peuvent arriver avec ce type de demande. Et il faut qu'on soit en capacité de leur expliquer pourquoi en France, ce n'est pas un choix qu'on fait. Aux côtés de toutes ces méthodes pharmacologiques, on retrouve tout un large panel de méthodes non pharmacologiques, donc je vous ai mis quelques exemples ici. Ces méthodes, on sait dans la littérature qu'elles sont peu efficaces pour diminuer la partie physique, je dirais, de la douleur. Mais il y a des publications qui ont montré qu'elles permettent le développement de mécanismes d'adaptation et qui permettent aux femmes de faire face à la douleur finalement pendant le travail. Donc l'objectif, je dirais, est peut-être même un petit peu différent que celui de l'analgésie périmédulaire. On sait également dans les publications qui sont parues qu'il n'y a pas d'effet délétère ni pour la mère ni pour l'enfant à leur utilisation et que d'ailleurs leur utilisation, alors après en fonction des méthodes qui sont disponibles dans les différents pays, sont globalement soutenues par les recommandations françaises et internationales. Je vous disais, les méthodes non pharmacologiques, elles ne prennent pas tout à fait en compte la même dimension de la douleur que l'analgésie périmédulaire, par exemple, et c'est tout à fait possible d'utiliser les deux en même temps, ce qui pourrait permettre justement d'avoir une meilleure prise en charge de la douleur, et ce n'est pas parce qu'une femme a une analgésie périmédulaire que, par exemple, elle ne peut pas bénéficier de sophrologie, d'hypnose ou autre en salle de naissance, qui pourrait lui permettre justement de prendre en charge d'autres dimensions, notamment motivo-affectives de sa douleur. Un autre point qui, je trouve, reste important en termes d'information pour les patientes, c'est la disponibilité de ces méthodes au niveau de la maternité. Et donc là, c'est plus une information qui je dirais, incombe à la maternité ou à l'établissement que la patiente aura choisi. Et puis aussi l'organisation locale de la structure, puisque... en tout cas, lorsque c'est possible et qu'il y a plusieurs choix de maternité en fonction de la zone géographique, le choix de la maternité, il peut être fait par la patiente en fonction des prises en charge qui sont proposées. Dans des travaux qu'on a pu mener sur les données de l'enquête nationale périnatale au sein de l'équipe Épopée, on a montré qu'il y avait une influence des caractéristiques organisationnelles sur l'utilisation de certaines méthodes d'analgésie. Et on a notamment montré que les méthodes non pharmacologiques, elles étaient plus souvent utilisées dans des maternités publiques que dans les maternités privées, que les méthodes non pharmacologiques semblaient plus souvent utilisées dans des structures où on considérait que la charge de travail des sages-femmes était plus faible, et lorsque l'anesthésiste était non dédié à la salle de naissance. Pour rappel, le type de garde qui est effectué par l'anesthésiste, c'est défini par décret et c'est totalement et uniquement dépendant de la taille de la structure. Pour ce qui est de l'absence de prise en charge analgésique, elle est beaucoup plus fréquemment retrouvée lorsque les femmes sont admises la nuit en salle de naissance, ce qui peut encore poser question. Et pour les femmes qui avaient exprimé le souhait d'accoucher sans analgésie périmédulaire, elles se retrouvaient plus souvent sans aucune analgésie lorsqu'elles accouchaient dans des structures de petite taille par rapport à des structures de taille intermédiaire. Donc encore une fois, l'organisation des soins, c'est important de prévenir les femmes que par exemple l'anesthésiste n'est peut-être pas présent en permanence, qu'il est partagé avec d'autres services, notamment de chirurgie, et que peut-être d'autres protocoles sont mis en place pour leur permettre de patienter en attendant la disponibilité de ce type d'analgésie.
on sait également que, ça c'est d'après les données de l'enquête nationale périnatale de 2016, que les équipements sont différents d'une structure à l'autre. Par exemple, j'ai pris pour illustrer pour l'analgésie périmédulaire, en 2016, il y avait seulement, je dirais, 69% des maternités qui étaient équipées de pompes à PCEA. Ce pourcentage, il était uniquement de 40% pour les maternités de plus petite taille et de plus de 95% pour des maternités de très grande taille. En sachant que, là je ne vous ai pas mis le chiffre, mais quand on dit que 70% des maternités sont équipées, il y avait un petit peu plus de la moitié de ces maternités qui avaient une pompe dans chacune de leurs salles d'accouchement. Donc ce n'est pas parce qu'en plus elles étaient équipées qu'elles pouvaient l'offrir à toutes leurs patientes en travail. Et puis on sait aussi que la disponibilité des méthodes non pharmacologiques, elle peut dépendre de différents paramètres. D'une part de la formation du personnel, puisque certaines méthodes vont nécessiter d'avoir des formations complémentaires, je pense l'hypnose, l'acupuncture par exemple. Et puis la disponibilité et la mise en place de certaines méthodes dans les structures vont dépendre des projets de la structure, mais aussi des équipements qui sont déjà en place. Il y a à l'heure actuelle en France 40% des maternités, enfin en 2016 je dirais, 40% des maternités qui disposaient d'espaces physiologiques et un petit peu moins, je crois qu'il y avait des baignoires de dilatation par exemple. On peut également se demander, une fois qu'on s'est dit voilà les informations qu'il faut transmettre aux patientes, à quelle période il faut les informer. Donc on a vu, on peut les informer en anténatal durant la grossesse, et puis on peut aussi rajouter des informations en perpartum. Je dirais que l'objectif n'est pas le même et qu'en anténatal, l'idée c'est de leur présenter qu'elles aient le maximum d'informations pour pouvoir construire leur projet analgésique, alors que peut-être en perpartum, ce serait plutôt de leur permettre d'adapter leur projet analgésique à l'histoire obstétricale qui va se passer, aux conditions obstétricales. Est-ce que le travail va se dérouler rapidement ou non? Est-ce qu'elles vont avoir besoin d'un déclenchement? Est-ce qu'elles vont avoir besoin d'ocytocine, etc. Si on s'intéresse au point de vue des femmes, l'étude qui a été publiée par Paloma Toledo a étudié donc les préférences des femmes sur l'information concernant l'analgésie. Et ces femmes, elles disaient qu'elles voulaient être informées vraiment durant la grossesse et donc avant le travail, et particulièrement par un professionnel qu'elles connaissaient. Et par exemple, le professionnel qui assurait le suivi de grossesse. Donc, comme je vous le disais, ça leur permet d'intégrer ces informations au projet de prise en charge analgésique et peut-être construire ce projet en amont du travail, comme partie, par exemple, intégrante du projet de naissance. En tant que sage-femme ou en tant que professionnelle, en tout cas qui faisons du suivi de grossesse, il y a différentes opportunités d'information durant ce suivi prénatal. Si on s'intéresse d'abord aux consultations prénatales, on sait que ce sont des consultations qui ont d'abord un objectif, je dirais, médical, et qui peut-être ne sont pas, comment dire, on a parlé d'informations juste avant avec Rémi, mais peut-être pas assez longues pour pouvoir développer autant d'informations qu'on le voudrait. Et donc ça permet, je dirais, de répondre à des questions ponctuelles, de présenter éventuellement des supports d'information ou d'orienter les femmes vers une préparation à la naissance qui, elle, pourrait leur apporter les informations nécessaires pour la construction de ce projet. Les séances de préparation à la naissance qui sont remboursées par la Sécurité sociale, elles semblent plus propices à l'information détaillée et puis à la co-construction du projet de prise en charge, que ce soit global ou analgésique. Et l'obligation, enfin, le fait que l'entretien prénatal précoce ait été rendu obligatoire en 2020, ça pourrait améliorer la fréquentation des séances de préparation à la naissance, puisqu'on sait qu'en 2016, en tout cas, d'après l'enquête nationale périnatale, il y avait 2 femmes sur 3 qui allaient aux séances de préparation à la naissance et moins de la moitié d'entre elles qui finalement faisaient la totalité des cours qui sont remboursés par la Sécurité sociale. Dans un monde idéal où il y aurait assez de sages-femmes, on pourrait tendre vers des programmes individualisés de préparation à la naissance, puisque on sait que, bon, à l'heure actuelle, c'est pas toujours possible, et beaucoup de sages-femmes, parce que conjoncturellement c'est comme ça, proposent des programmes collectifs, je dirais, de préparation. Mais l'individualisation de ces programmes de préparation à la naissance pourrait permettre aux femmes d'arriver avec leur niveau d'information initiale, leurs questions et leurs envies, et d'être préparées au mieux en fonction de leur projet.
Toujours d'après les analyses qu'on a menées sur les données de l'enquête nationale périnatale, on a montré d'ailleurs que la participation à ces séances de préparation à la naissance, ça permettait une augmentation de l'utilisation des méthodes non pharmacologiques en combinaison de l'analgésie périmédulaire chez les femmes qui étaient nullipares. Et ça a également montré que les femmes qui avaient participé à ces séances avaient un moindre risque de n'avoir aucune prise en charge de la douleur durant le travail. L'hypothèse qu'on a émise suite à ce dernier résultat, c'est que les femmes étaient en mesure d'avoir, je dirais, un projet A, un projet B, et qu'elles étaient capables de formuler différentes propositions à l'équipe aussi, et de formuler différentes demandes de prise en charge analgésique, et que même si leur demande initiale était de ne pas avoir d'analgésie périmédulaire, elles étaient capables de formuler une proposition analgésique. La dernière, je dirais, opportunité d'information qui est importante durant le suivi prénatal, c'est la consultation d'anesthésie, dont, dans le Code de la santé publique, l'objectif est d'évaluer le risque anesthésique, de proposer une stratégie analgésique et anesthésique et d'en informer la patiente. En pratique, on le sait tous, cette consultation, elle est très brève, elle est relativement centrée sur l'aspect médical et gestion des risques anesthésiques, et que la plupart du temps, en tout cas, l'information principale qui est donnée est sur l'analgésie périmédulaire et l'anesthésie en cas de césarienne. Les méthodes non pharmacologiques ou toute autre méthode alternative à l'analgésie périmédulaire sont relativement peu abordées. Et donc, ça en fait une information, je dirais, relativement partielle pour les femmes, malgré que cette consultation soit obligatoire et très bien suivie. Mais il y a certaines structures qui proposent des dispositifs complémentaires et on voit de plus en plus apparaître des séances d'information collective qui sont dédiées à l'analgésie et réalisées par les services d'anesthésie et réanimation et qui pourraient permettre de pallier, je dirais, à la brièveté de la consultation d'anesthésie et permettre d'informer les femmes de manière plus détaillée sur les différentes méthodes qui sont proposées dans la structure. Même si, dans la plupart des cas, les professionnels de santé restent la première source d'information que les femmes citent, elles en citent aussi beaucoup d'autres pour s'informer pendant la grossesse. Et on retrouve par exemple l'entourage, la famille, les amis, les médias, les ouvrages dédiés à la grossesse. Et la première autre source d'information que les femmes citent, c'est Internet et les réseaux sociaux. Des publications se sont donc intéressées à la qualité des informations qu'on pouvait trouver sur Internet. Espitalier a publié en 2013 et 2018 2 articles sur les sites Internet les plus consultés sur l'analgésie périmédulaire. Alors d'abord en français, puis après en comparaison en français et en anglais. Et puis une publication plus récente s'est intéressée cette fois-ci au support visuel, donc c'est-à-dire aux vidéos d'informations sur l'analgésie périmédulaire qu'on pouvait trouver sur YouTube. Toutes ces publications, elles vont dans le même sens, c'est qu'il n'y a pas ou peu de sites et vidéos institutionnels ou de sociétés savantes parmi les plus consultés. C'est-à-dire que là, pour par exemple vous citer la publication sur les vidéos YouTube, parmi les 50 vidéos les plus consultées en anglais, il n'y en avait aucune de sociétés savantes américaines ou en tout cas d'institutions professionnelles ou d'hôpitaux. Et puis, dans la plupart des cas, c'est un petit peu corrélé, puisque ce ne sont pas des vidéos institutionnelles ou liées à des professionnels de santé, on retrouve de nombreuses fausses informations et ces vidéos sont effectivement de moindre qualité. Ça biaise un petit peu aussi l'information liée aux femmes, parce qu'elles vont se retrouver avec beaucoup d'informations qu'elles vont devoir trier elles-mêmes, parce que, comme on disait tout à l'heure, ce n'est absolument pas priorisé, et en plus, on va devoir ensuite, derrière, nous, essayer de combattre ces mauvaises informations, je dirais, qui auront pu être transmises et dont certaines ont quand même un petit peu encore la vie dure. En France, il existe quand même des informations de bonne qualité qui existent. Le CARO et la Société française d'anesthésie et réanimation ont par exemple publié en 2018, je crois, une brochure sur l'analgésie périmédulaire et le rôle de l'anesthésiste en obstétrique. Associé à cette brochure, ils ont également publié une affiche avec des QR codes donc pour avoir accès en ligne à la brochure et puis à la vidéo qui est disponible sur YouTube, qui est une vidéo d'à peu près 2 minutes. Pardon. Et donc qui permet d'informer les femmes sur l'analgésie périmédulaire.
En français également, on retrouve toujours sur YouTube la chaîne Sphare TV qui publie du contenu à l'attention des patientes avec des vidéos sur l'anesthésie pour la césarienne, l'analgésie périmédulaire. Mais finalement, toutes ces vidéos, elles ont un petit peu le même problème et on retrouve la même problématique que dans les publications précédentes. C'est que, par exemple, la vidéo du carreau a fait 32 000 vues en 3 ans. Je vous laisserai juger. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, en France, l'information qui est émise par les sociétés savantes et par, je dirais, les institutions, elle est largement organisée autour de l'analgésie périmédulaire. Alors certes, elle concerne beaucoup de femmes, mais ce n'est pas l'unique moyen de prendre en charge la douleur, et qu'à ce jour, on n'a pas de brochure ou de vidéo d'information, ou de support d'information du moins, qui reprend toutes les méthodes qui peuvent être proposées aux femmes en première intention, et notamment pas les méthodes non pharmacologiques. Que ces informations en France, elles sont uniquement disponibles en français, ce qui peut limiter également l'accès à l'information pour les femmes qui ne parlent pas le français actuellement. D'autres pays se sont organisés. En Grande-Bretagne, par exemple, ils ont un support d'information sur différentes méthodes qui est traduit dans plus d'une vingtaine de langues. Et on voit que même si à la base ça avait été pensé pour, on a un réel problème de diffusion de ces informations auprès des femmes, puisque les affiches qui ont été prévues, l'idée ce serait de les mettre dans toutes les salles d'attente, dans tous les cabinets, etc. Et puis avec les QR codes, maintenant tout le monde sait se servir d'un QR code, ça pourrait leur permettre d'accéder à plus d'informations. Et puis que les services puissent se saisir de ces brochures, les adapter, je dirais, à leur structure et de pouvoir s'appuyer dessus pour informer les femmes et leur transmettre une information de qualité. Je dirais en conclusion que l'information pour les femmes durant la grossesse, elle doit porter sur la douleur liée au travail, mais aussi toutes les méthodes d'analgésie de première intention et leur disponibilité dans la structure, mais aussi l'organisation de la prise en charge en salle de naissance, que les femmes ne soient pas surprises, que si par exemple elles choisissent une maternité de niveau 1, l'anesthésiste ne sera peut-être pas présent 24 heures sur 24. Et puis, diversifier les sources d'information vérifiées pour les femmes, en se dirigeant peut-être vers une préparation à la naissance plus individualisée, et puis, s'investir et investir peut-être un petit peu plus Internet et les réseaux sociaux pour permettre aux femmes d'avoir de l'information de qualité en ligne. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Oui, j'avais une question concernant la PNP et le fait qu'il y avait une réduction du risque d'absence de prise en charge de la douleur. Alors c'est dans le sens, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, c'est le fait qu'elles aient la PNP. Ça réduit le fait que si on leur propose une éventuelle prise en charge de la douleur, finalement elles souhaitent ne rien avoir et par exemple avoir aucune analgésie, ou c'est plutôt dans le sens où on leur a proposé rien du tout une fois arrivées en salle de naissance. Alors cette analyse, effectivement, elle a été faite dans le sens rien du tout. C'est-à-dire que dans les données de l'enquête nationale périnatale, on avait l'utilisation de méthodes périmédulaires, l'utilisation éventuellement d'autres méthodes pharmacologiques, y compris des comprimés, donc c'est-à-dire de Spasson, Indoliprane, et l'utilisation de méthodes non pharmacologiques avec quelques exemples, et les femmes en texte libre pouvaient donner toutes les méthodes dont elles avaient pu bénéficier durant le travail. Les femmes qu'on a classées parmi celles qui n'avaient aucune analgésie avaient répondu non à toutes les questions. Et dans le dossier médical, il n'y avait aucune mention d'analgésie. Et le fait d'être dans cette classe de femmes qui n'avaient aucune prise en charge, ce risque était diminué si elles étaient allées au cours de préparation à la naissance. Peut-être ce qui est intéressant de rajouter, c'est la proportion. Parce que ça, c'était vraiment intéressant. Il y avait 5% de femmes qui n'avaient aucune prise en charge analgésique, ce qui, quand on considère quand même... on a été relativement large, je dirais, dans la définition de l'absence d'analgésie. Et nous, on a trouvé que quand même 5% qui n'avaient rien,
c'était quand même énorme. Et que c'est pas parce qu'on ne voulait pas d'analgésie périmédulaire qu'on voulait rien. Et cette analyse, on l'a faite aussi en séparant les femmes qui avaient le projet, enfin, qui ont formulé un projet initial d'accoucher avec ou sans analgésie périmédulaire. Et c'était de mémoire 3% dans celles qui avaient dit initialement « je veux une analgésie périmédulaire » et dans celles qui ont dit « je n'en veux pas », c'était 15%. Le temps que Julie pose sa question, moi je trouve que cette analyse elle est vraiment hyper intéressante parce qu'elle montre que dans notre pays, qui est quand même un pays riche, hein, où toutes les femmes accouchent à l'hôpital, on a encore 5% des femmes qui ne reçoivent rien du tout, aucune aide. Il n'y avait même pas on vous aide à respirer ou on vous aide, on vous posture. Et on a vraiment identifié ça au regard de la littérature internationale comme un indicateur de mauvaise pratique de soins. C'est un droit fondamental que les femmes puissent avoir accès à des professionnels qui les aident à gérer la douleur, avec médicaments ou sans médicaments. Et vraiment, cette publication, donc, elle a été acceptée au niveau international et elle va bientôt être diffusée, je pense, sur PubMed. Vraiment, je trouve que c'est un article qui mérite d'être lu parce qu'il montre une situation qui est vraiment améliorée. Évidemment, les femmes qui n'avaient pas accès, qui avaient accès à rien du tout, n'étaient pas tout à fait les mêmes que celles qui avaient accès au reste. Et donc, on a encore du travail à faire dans les services. Julie, je t'en prie. Merci pour cette présentation qui était très claire. Ma question, elle est très liée, elle est très proche de la précédente. Je voulais poser la même question, mais pour préciser, finalement, est-ce que le fait d'avoir une PNP était associé avec le fait d'avoir recours à des techniques de prise en charge de la douleur non pharmacologiques? Est-ce que ces femmes-là avaient plus voilà, donc ouais. C'est intéressant d'avoir cette précision parce que c'est vrai que spontanément, on a le sentiment que ces femmes-là qui sont préparées en plus, sont peut-être celles qui vont avoir le plus accès à ces ressources-là, mais donc c'est ce que vous aviez retrouvé. D'accord. Et probablement parce qu'elles sont plus en capacité, je dirais, de formuler cette demande auprès de l'équipe, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de one-to-one dans les maternités actuellement, et que les sages-femmes ne sont pas tout le temps auprès de la patiente, et qu'il faut qu'elles soient en capacité, malheureusement en France, je dirais, d'être actrices et de pouvoir formuler les demandes d'analgésie, que ce soit pharmacologique ou non pharmacologique. Merci. Le temps que le micro arrive, moi j'avais une autre question, Jade, sur l'information vis-à-vis de la douleur. Il m'est arrivé d'avoir des patientes en post-accouchement qui m'ont dit j'ai eu l'impression qu'on m'avait menti, quoi. J'ai lu plein de trucs sur le fait que me préparer, faire de l'hypnose, de la sophro, j'allais réussir à gérer. Et en fait c'était horrible, quoi. Et dans ce que tu montres, tu dis oui, enfin voilà, on a ces niveaux d'échelle, il y a ce petit doigt qu'on casse, mais en fait, qu'est-ce qu'on dit aux femmes? Parce qu'on donne la vie, on n'est pas en train de se casser le doigt non plus, donc c'est des douleurs, finalement, c'est pas vraiment comparable, il faut pas faire peur non plus. Enfin voilà, est-ce que, je sais qu'il n'y a pas de boîte à outils, c'est aussi une discussion avec les couples, mais comment on aborde cette dimension douleur extrêmement intense sans faire peur finalement? Je pense que c'est très difficile justement, mais il faut rester, je dirais, honnête. Et comme tu dis, il vaut mieux qu'avant, elle sache que la douleur peut être très intense, en disant toujours qu'il y a de très grandes variabilités interindividuelles et qu'il est difficile de dire ce sera tel niveau de douleur ou entre 0 et 10, tout le monde aura 10 à la fin. C'est pas vrai. Mais il faut partir du principe qu'il faut être préparé à ça, il faut être préparé à avoir mal, et que oui, c'est possible quand même de survivre à un accouchement sans un accompagnement par une péridurale, par exemple, parce qu'on a en tête que ça va faire mal, je dirais, et qu'on a été préparé pour ça. On ne s'est pas juste préparé en se disant je vais y arriver, mais je sais que ça va faire mal, et on sait, il ne faut pas non plus leur mentir sur le fait que les méthodes non pharmacologiques, ça ne diminue pas forcément l'intensité de la douleur. Ça peut chez certaines femmes, il y en a certaines qui le disent, mais globalement dans la littérature, c'est pas la conclusion massive qu'on trouve, et c'est juste un outil pour les aider à se mettre dans leur bulle et à passer, je dirais, cette phase du travail en fait, tout simplement. Je vais rebondir sur ce que tu dis. En fait, ta question, elle est passionnante, mais en fait, on pourrait en discuter pendant 3 heures et faire des RPC dessus pendant 2 ans parce que il n'y a pas de remède miracle, j'ai l'impression. Tout individualisé, c'est bien, mais du coup, ça met des pratiques très hétérogènes et du coup, quelle est l'adéquation entre ce qui est dit dans le colloque individuel et ce qui se passe réellement en maternité? Ça crée aussi du coup d'autres distorsions.
Il y a des éléments, en tout cas j'ai l'impression que ce que tu as dit est très juste, c'est-à-dire il ne faut pas mentir. En fait l'accouchement ça fait mal et même si on vous pose une péridurale, ça fait mal aussi. La littérature montre que 30% des femmes qui ont une péridurale ont encore des douleurs qui leur font mal. Et dans l'enquête nationale périnatale, on a rajouté pour la version 2020 et pour l'édition 2021 une question spécifique sur quel était votre niveau de douleur au moment des efforts expulsifs. Et on ne peut pas encore parler des résultats, mais je peux vous dire qu'en octobre, ce sera très intéressant de découvrir les résultats de cette question parce qu'on manque de données là-dessus. Et ça fait mal. La péri ne règle pas tout. Voilà pourquoi les méthodes non médicamenteuses peuvent être un vrai recours pour régler les autres dimensions de la douleur, quoi. Mais il y a un vrai travail, il y a un vrai boulot à faire avec sage-femme et anesthésiste, je trouve. Pardon, Rémi. Du coup, j'ai un commentaire parce que je rebondis à ça et j'ai une question. Donc, le commentaire, c'est effectivement sur l'information, ce que tu disais, Pauline. C'est une question effectivement délicate. Quand on avait regardé les facteurs de risque de dépression périnatale, un des facteurs de risque, c'est le fait de faire un projet de naissance. Plus les femmes font un projet de naissance et l'investissent, plus quand il se passe pas bien, elles ont risque de faire une dépression. Donc c'est pas forcément facile. Si on projette trop les femmes sur une prise en charge et qu'elles n'ont pas la prise en charge adéquate, c'est plus un facteur de risque que protecteur. Et du coup, moi j'ai une question. Alors c'est quand je suis sorti de l'école il y a quelques années, le Graal c'était la péri ambulatoire, enfin on pouvait marcher avec sa péridurale. J'avais connu ça il y a 14 ou 15 ans à Chambéry et depuis j'en ai plus jamais vu. Je sais pas si tu as des données, toi, un petit peu dans ce que tu as vu. Alors, je vais rebondir sur le premier commentaire que tu as fait sur le projet de naissance. Je dirais que moi, j'aurais tendance à dire, enfin c'est mon avis personnel, qu'il faut les encourager à faire un projet de naissance, mais qu'il ne faut pas les enfermer dans un projet de naissance. Et que c'est un peu ce que je disais sur l'information perpartum, c'est que finalement, c'est très lié à ce qui va se passer. Et que ça, personne ne peut le savoir à l'avance. Et que peut-être qu'elle sera déclenchée à 41+5. Et que là, pour le coup, le projet, il pourrait être totalement remis en question. Peut-être que son travail va durer 20 heures et qu'elle n'en pourra plus. Et puis peut-être qu'en 2 heures, elle aura accouché. Et qu'il faut rester, peut-être que le point clé, c'est de leur dire qu'il faut rester adaptable. Et que c'est pas un projet fixe et qu'il ne faut pas s'enfermer dans une voie en se disant non mais moi j'aurai pas de péri, c'est fini. Et après justement très mal le vivre parce qu'on est resté fixé sur un projet qui malheureusement n'était pas fait pour être abouti. Et sur ta deuxième question, dans mon souvenir, dans l'enquête nationale périnatale, je crois qu'il y a 11% des femmes en France qui ont accouché dans une maternité qui propose la péridurale déambulatoire. Donc en effectif, je ne sais plus combien ça fait, hein, mais et c'est surtout des grosses maternités, des maternités privées qui le proposent. Alors pour l'avoir fait à Antony dans le 92, ils le font. Après, il y a beaucoup de contraintes, je dirais, organisationnelles à monter un protocole de déambulation parce qu'il faut avoir des locaux adaptés, il faut avoir des sanitaires, il faut avoir, assez de pieds à perf, de la télémétrie, parce qu'il y a plein de maternités qui sont favorables à la mise en place de la déambulation, mais qui, n'ont pas les moyens d'acheter de la télémétrie pour toutes les salles. Donc, qui finalement font de la déambulation, je dirais, dans la pièce, quoi. Parce que c'est ce qu'il y a de plus rapport coût-bénéfice, c'est ce qui leur a paru le plus facile à mettre en place. Mais effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui a beaucoup percé, je dirais, en France. On va passer à la présentation d'après. Ouais, super. Merci beaucoup, Jade. Du coup, on va accueillir Nathalie Piquet pour cette dernière présentation de la session. Donc, Nathalie, qui est sage-femme et gestalt thérapeute, je ne sais pas si je dis ça bien, et qui va nous présenter un outil qu'elle a développé, la cartographie Urkin, avec un usage à la fois prénatal, mais je pense que vous allez développer aussi... voilà. Ok. Il faut cliquer sur votre présentation. Voilà, vous cliquez sur votre nom. En fait, voilà. Alors, elle ne marche pas très bien la souris. Bon, alors je vais cliquer donc, comme plutôt comme ça, voilà. Et ça va se lancer. Voilà. Super. Donc, je vais démarrer avec cette phrase de « Il est plus facile de créer des enfants solides que de réparer des hommes brisés », parce que ça fait vraiment le lien entre mes deux compétences qui sont, je suis sage-femme, et donc j'ai travaillé pendant très très longtemps, et particulièrement en accompagnement global avec un accès en plateau technique et avec l'accouchement ambulatoire à sortir 1 heure après
après l'accouchement. Donc, ce qui s'est raconté ce matin m'a passionnée. Et puis, aujourd'hui, j'ai refait vraiment tout ce qui est la psychologie de la femme enceinte et du parent m'a vraiment intéressée. Donc, je me suis formée avec plusieurs endroits, et en particulier en Gestalt. Et la Gestalt, c'est... Alors, si je le résume, la Gestalt en métier sage-femme, c'est, vous savez, quand on se passe les consignes et puis qu'on se dit... Fais gaffe, celle-là, je ne la sens pas. La Gestalt, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous sentez très bien quand vous ne la sentez pas. Donc, c'est de rendre ça lisible, de rendre cet intuitif, de le rendre vraiment lisible et objectif et cartésien, et qu'on puisse le mesurer. Donc, c'est comme ça que j'appellerais la Gestalt, avec cet outil, enfin avec la Gestalt. Je me suis formée également en neurosciences, depuis pas mal d'années maintenant, neurosciences sociales, neurosciences affectives. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un cabinet en psychothérapie où cette phrase reprend tout son sens, c'est-à-dire que c'est à nous de créer des enfants solides avec cet accompagnement de la parentalité, parce qu'aujourd'hui, dans nos cabinets en psychothérapie, ce qu'on entend le plus souvent, c'est « j'ai mal à mon père, j'ai mal à ma mère ». Voilà, donc c'est comment faire pour anticiper. J'appuie là. Alors, le titre que je vais relire le titre qui est dessus, c'est la cartographie Orkin comme support d'évaluation des difficultés psychosocio-émotionnelles des couples et des femmes enceintes. Et je ne vais pas vous parler de difficultés psychosocio-émotionnelles. Je ne vais pas vous parler parce que pour moi, ces difficultés, elles sont en creux. Moi, je vais vous parler en relief de ce qui va bien chez ces couples. Et c'est une approche, j'appellerais complète, visuelle, holistique de l'environnement psycho-socio-émotionnel, de la femme enceinte, du couple parental, basée sur ce que j'appelle la psychologie positive. Je vais vous donner une petite histoire de la part d'une de mes amies qui est québécoise et qui dit « C'est très très étonnant. Comment vous faites en France dans l'éducation ? Dans l'éducation, quand un enfant écrit une dictée, vous soulignez en rouge et vous mettez dans la marge « faute ». Alors que ce qu'on peut faire, et ce que moi, elle dit, j'ai été enseignée comme ça, c'est que quand j'étais petite, l'institut il prenait ma copie et il stabilotait tous les mots justes. Donc ce que je vous propose, c'est comment faire avec ces couples pour stabiloter les mots justes. Donc c'est ça la base de la cartographie Orkind, la base de la psychologie positive, c'est de regarder qu'est-ce qui va bien chez cette femme, comment la faire monter en énergie pour appréhender la grossesse, l'accouchement. Aujourd'hui, par exemple, si je vous demandais à tous si vous avez un projet professionnel, et je vais le regarder avec vous, et on va lister ensemble toutes les difficultés qui vous empêchent de mener à bien ce projet professionnel. Ça, c'est notre façon de faire. Ce que je vous propose, c'est de lister toutes les compétences que vous avez pour monter, toute l'énergie que vous avez pour monter ce projet, et comment ensemble, qu'est-ce qu'on va faire pour monter l'énergie pour que vous soyez disponible pour ce projet. Donc, on passe les choses un petit peu dans l'autre sens. L'entretien prénatal précoce, puisqu'on démarre avec l'entretien prénatal précoce, une mesure au service du professionnel. Moi, je l'entends comme la pierre angulaire du travail en réseau, la porte d'entrée dans le parcours de santé en périnatalité. Pour moi, c'est fondamental de mettre en lien aujourd'hui où ces femmes, ces couples sont désorientés, on le voit avec la montée du suicide maternel. L'idée, c'est qu'on se tienne tous la main, c'est qu'on soit autour d'eux et qu'on fasse un étayage solide. Et cet entretien, il peut être une pierre angulaire pour tous nous faire travailler ensemble. Et
aujourd'hui, j'étais étonnée, il y a une élève sage-femme qui fait son mémoire actuellement, et elle a posé la question, qu'est-ce que l'entretien prénatal précoce? Ah, je crois c'est 50 sages-femmes. Elle a demandé la pierre angulaire du travail en réseau, est-ce que c'est donner des informations, qu'est-ce que c'est cet entretien prénatal précoce? Dans 80% des cas, il a été répondu, c'est un dépistage des vulnérabilités. Et moi, je suis triste quand j'entends ce dépistage, parce que, à l'inverse, si vous voulez, et si on allait chercher le potentiel des femmes? Donc, dans un premier temps, la pierre angulaire, apprendre à travailler ensemble, c'est fondamental. C'est comment faire le premier pas qui va suivre avec un outil qui peut démarrer, voire même en PMA, qui peut se vivre en l'entretien prénatal précoce, qui peut suivre éventuellement toutes ces transmissions, qu'elles suivent une hospitalisation pendant la grossesse, l'accouchement et puis la dépression du postpartum potentiellement. Donc voilà ce que, au service du professionnel, de ce que peut nous apporter l'entretien prénatal. Je reprends les 1000 jours. Dans les 1000 jours, la définition des 1000 jours de l'entretien prénatal précoce, j'appellerais ça l'entretien prénatal précoce nouvelle génération pour une nouvelle génération de parents. Il a bougé, vous savez bien que cette nouvelle génération de parents n'est plus tout à fait les parents que moi j'ai connus quand je suis entrée à l'école. Et aujourd'hui, je reprends les 1000 jours, c'est un point d'étape complet, holistique, à l'écoute des parents, s'insérant dans une trajectoire continue, permettant le suivi personnalisé jusque bien après la naissance. C'est le début jusqu'à bien après la naissance. Deuxième chose, les risques médicaux, sociaux, psychiques sont intimement liés et interdépendants. Ils doivent être pris en compte dans une globalité, c'est-à-dire prendre en compte l'ensemble et sur, je dirais, un même visuel et de façon immédiate. L'entretien prénatal précoce au service de la femme enceinte et du couple parental. Là, je reprends tout le travail de Boris Cyrulnik, entre autres. C'est la naissance c'est d'un petit homme, est une opportunité pour les parents en devenir de se remettre au monde. Là, je cite Monique Bilowski, qui est une pédopsychiatre qui a beaucoup travaillé une grande dame qui a beaucoup travaillé au niveau de la périnatalité, et qui nous raconte, et je crois que ça c'est important que nous le sachions, que chaque femme enceinte, c'est un ancien nouveau-né convoqué à sa propre histoire de naissance. C'est-à-dire que pour sauter le pas, c'est comme si on avait un enfant qui veut sauter un ruisseau. Il va reculer pour prendre de l'élan pour pouvoir sauter ce ruisseau. La femme enceinte recule dans son histoire, de sa propre histoire de naissance, sa propre histoire de papa-maman, pour devenir mère de son enfant. Donc va affleurer, vraiment à fleur de peau, toute l'histoire, toutes les interactions du 0-2 ans, de la construction de son cerveau, et des interactions avec papa et maman. Et ça, c'est intéressant parce que vous avez en face de vous une femme enceinte qui a 30 ans, et vous avez en face de vous un ancien nouveau-né qui a 3 mois, ou qui a 2 ans. Donc vous avez les deux, va falloir lui parler aux 2 étages. À ces 2 étages, pardon, avant de revenir là, je voudrais vous parler, ça vous parle sûrement cerveau droit, cerveau gauche. Cerveau gauche, très cartésien. On est tous en enseignement, cerveau gauche, on dit la même chose, on s'entend pour dire la même chose à 300 personnes. En cerveau droit, c'est plutôt quelque chose... Alors, le cerveau gauche est très cartésien. Le cerveau droit, c'est l'intuition, c'est le je sens les choses. Et par un mécanisme que les neurosciences n'expliquent pas encore aujourd'hui, la femme qui est a priori dans notre culture, on est plutôt prédominant cerveau gauche, de façon rationnelle, et de façon étonnante, la femme passe en prédominance cerveau droit. C'est-à-dire que, on appelle ça... Vous savez, ces femmes qui disent « depuis que je suis enceinte, j'ai plus de cerveau. J'ai plus de cerveau gauche, je suis passée en cerveau droit. »
C'est-à-dire, je sens, je goûte, je dis, je parle avec mes mains, je dis, voilà, vous avez des contractions, comment? Ben, comme ça, quoi. Pourquoi la nature, elle a prévu ça, ce truc-là? Mais pour une façon très, très simple. Tout simplement parce que le bébé, de 0 à 2 ans, c'est un petit cerveau droit sur pattes. Donc, ce qui veut dire que la femme enceinte, en passant en prédominant cerveau droit, se prépare, apprend à parler le bébé couramment. Donc, c'est très chouette. À savoir que dans ce cerveau droit sont emmagasinés tous les souvenirs dont on ne se rappelle pas. Ma petite enfance, la première fois, comment je suis née, comment on m'a portée, comment j'ai été allaitée, comment tout ça va revenir en flux émotionnel chez cette femme, alors qu'elle n'en a pas le souvenir cortical. Et on va entendre ces femmes qui disent « mais je suis en train de devenir folle, quoi. Je ne sais pas, j'ai des trucs... Voilà. » Donc ça, c'est important à pouvoir communiquer avec cette femme et en sachant que c'est une opportunité parce qu'il y a une redistribution des cartes, en fait. Donc on va pouvoir faire entrer du nouveau. Faire entrer du nouveau, c'est... Là, on va pouvoir peut-être regarder une représentation inédite de la vulnérabilité des femmes enceintes. Je vous propose de nous concentrer sur ce que la vulnérabilité permet en termes d'ouverture, de nouveauté, plutôt que ce qu'elle est en termes de fragilité. La vulnérabilité psychique, ça fissure de la femme enceinte, ça fissure toutes les certitudes, et c'est par ces failles qu'entrent les nouveaux éclairages. Boris Cyrulnik, il parle d'opportunités, de fenêtres d'opportunités. Et nous, il serait dommageable qu'un tel challenge qui est en route, là, qui se déroule devant nos yeux, qu'on le pense simplement en termes de dépendance, d'assistanat, de risque, de vulnérabilité, de comment on pourrait faire pour le penser autrement. Une chose aussi que je voulais vous dire, c'est moi je disais tout à l'heure, les stabilos, si on veut stabiloter les mots justes, comment faire monter en énergie, cette énergie motivationnelle. Je reprends cette phrase, là, la parentalité s'éprouve. Émotion, affectivité, représentation, ressenti, de manière subjective, singulière, dans la rencontre entre le parent et l'enfant. C'est un éprouvé. Mais je vais inventer un mot, là, encore faut-il que ce parent il soit éprouvable, qu'il ne soit pas occupé ailleurs avec plein d'autres choses qui encombrent sa vie. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui pourrait encombrer sa vie. Les psys, on parle très, très, très souvent de mère toxique. Je vais lâcher ce mot, parce que sinon nous sommes toutes des mères toxiques, et des parents toxiques. Et moi, je parle de mères empêchées. De mères empêchées à l'endroit de leurs compétences. Donc, comment on pourrait faire pour aller regarder quels sont ces empêchements? C'est ça l'intérêt. Parce que si on lève les empêchements, on peut imaginer qu'elle peut reprendre son énergie. La cartographie Hawkins, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, le concept est très simple. Alors, c'est un cahier des charges un peu complexe, parce que l'idée, c'est de parler aux parents et de parler au staff obstétrical. Ici, avec cette... Alors, je pourrais vous expliquer pendant un moment comment on travaille, comment on remplit la cartographie. Mais là, dans le temps qui m'est imparti, là, sur ce graphique, c'est une femme à qui on va poser 10 questions, qui sont des recommandations HAS, toutes ces 10 questions. Simplement, je les ai posées en photolangage. Elles ont été mises en photolangage. Et puis, on va poser ce petit curseur et on va demander à cette femme, la grossesse telle que vous la vivez, est-ce qu'elle vous met plutôt dans une ambiance de grand soleil, un peu nuageuse, ou c'est plutôt très orageux? Donc, on va simplement lui poser cette question-là. Donc, on va sortir de notre subjectivité de soignant, c'est elle qui va remplir sa cartographie et qui va nous répondre à cet étage-là. On va lui demander la situation actuelle, comment elle est entourée, effectivement, la matrice de soutien de Daniel Stern, son vécu gynéco-obstétrical, ses moteurs de stress, comment elle se sent dans son corps, son environnement socio-économique, papa-maman, puisque j'en parlais tout à l'heure, son histoire de vie, ses capacités de résilience.
Et nous, je la sens ou je la sens pas, eh ben on va lui dire ce qu'on en pense. Plutôt que de lui dire, et ça va être le dernier item, plutôt que de lui dire, nous annonce un truc, on fait, oui, ben, on est en apnée, très très bien, super, ça va très bien madame, elle le voit, elle est en cerveau droit, elle le voit. Donc autant lui dire, je pense qu'il serait intéressant qu'on se mette tous autour, vous qui faites tout toute seule d'habitude, on va mettre ensemble toute une équipe. Voilà. Et ça c'est du 5, parce que je suis inquiète sur ce qui se passe et j'ai vraiment envie d'être là pour vous. En jaune, quand on est avec des parents en face de soi, on va leur dire, regardez, en jaune, on a dessiné toute votre énergie. Tout ce potentiel jaune qui est là, c'est votre énergie. Vous avez bien compris, au milieu, on a des empêchements. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que, comment on va faire pour gagner du jaune? Donc, à cette femme, on va lui demander, elle va dire, je ne sais pas, en matrice de soutien. C'est elle qui va choisir l'endroit où elle veut gagner du jaune. Je vous rappelle cette phrase que ce que tu fais pour moi et que tu fais sans moi, tu le fais contre moi. Donc l'idée, si c'est de ça dont elle a envie de parler, et on va travailler sur un seul item, sur celui qu'elle a choisi. C'est beaucoup plus facile de l'emmener quand elle a choisi de travailler à cet endroit-là. Là, donc, le jeu avec les parents, c'est gagner du jaune. C'est assez rigolo parce que quand ils viennent dans des cabinets, il y a 1000 sages-femmes formées en France aujourd'hui, ils viennent dans les cabinets et ils disent « moi je voudrais le truc jaune là ». Voilà, on a été très très étonnés d'un retour, c'est en PMI, c'est les conjoints qui disent « ouais là t'as fait le truc là avec ma femme, là, pourquoi moi j'ai pas le mien ?» Et on se retrouve avec des cartographies paternelles et maternelles qui permettent de visualiser et d'aller travailler à gagner de l'énergie. Ça, c'est le discours parental. Il est évident que si j'arrive au staff, je ne vais pas dire cette femme, elle a 80% d'énergie, elle est dans cette émotion, ça ne va pas passer. Je veux dire, je vous ai dessiné en bleu les facteurs de risque. Et ces facteurs de risque, donc, là je les vois, il y a un scoring. Il y a un scoring qui fait que, aujourd'hui, de façon clinique, on sait que, non pas démontré scientifiquement, mais cliniquement, quand on est au-dessus de 60% de jaune, d'énergie, on sait que ces femmes, elles vont se retrouver en autonomie très facilement. Elles vont pouvoir potentiellement accoucher sans péridurale. Pour répondre à la question tout à l'heure, moi, quand je leur explique comment elles vont accoucher, je leur demande simplement, si vous devez vous faire l'Everest, vous ne pouvez pas y aller en t-shirt et tongs. Il va falloir vous préparer. Donc ces femmes-là, il y a tout un discours qu'on peut faire. Une femme qui est entre 40 et 60% de jaune, d'énergie, elle va avoir besoin de nous. Une femme qui est en dessous de 40%, elle ne sait pas faire toute seule. Ce n'est pas la peine d'essayer de l'autonomiser toute seule. Je reprends la définition de Cyrulnik quand il parle de l'autonomie et qui nous dit « mais qui sommes-nous pour vouloir autonomiser qui que ce soit ?» Tout juste, on peut créer les conditions pour que le parent s'autonome, tout seul. Donc voilà ce que ça permet d'avoir une cartographie qui nous inquiète ou pas. Alors je vais vous donner des cas cliniques pour ça. Tout d'abord, je reprends les items, juste un ou deux items comme ça. Le vécu gynéco-obstétrical antérieur, je vous donne 2 cas cliniques. C'est une jeune femme qui me dit, je vois dans son dossier, mort in utero, 1 an avant. Aussitôt, je prends ma petite curseur, je me dis c'est 5. Oh attention, il faut faire attention avec elle, il faut la surveiller. Elle est sûrement très très angoissée, Et cette femme, je lui montre le curseur, puis elle me dit, je ne vais pas mettre 1, je vais mettre 2. Et je dis, attendez, je vous remets dans le sens. 1, c'est grand soleil, et 2, c'est très beau temps, quoi. 5, orageux ou inquiétude, c'est 5, quoi. Elle me dit, oui, c'est bien ce que je dis. Allez, je vais mettre 1,5. Et je dis, juste un petit mot par là. Elle me dit, ce bébé qui est arrivé dans notre vie, d'abord, nous avons été accueillis par une équipe adorable, extraordinaire. Il y a une psychologue qui nous a accompagnés, qui nous a emmenés après vers une collègue en ville. Et ce bébé, c'est devenu, ça a rapproché toute la famille. Et ce bébé est devenu une véritable étoile. Et ce bébé-là, cette étoile-là, protège le bébé à venir.
donc il ne peut rien m'arriver. Elle dit, il y a certaines femmes enceintes qui n'ont pas d'étoiles comme ça. Nous, on en a une. Donc, il ne va rien m'arriver. Je suis entièrement confiante. OK. Deuxième cas clinique, c'est une jeune femme qui a 35 ans et qui dit, elle met 5. Je lui dis, mais c'est un premier bébé? Elle me dit, non, pas tout à fait, parce que quand j'avais 15 ans, il y a 20 ans, j'ai fait une IVG. Et cette IVG, je suis très croyante, donc Dieu va me punir. Déjà, donc j'ai mis 20 ans à faire un nouvel enfant, et il ne me le laissera pas, cet enfant-là. Je suis certaine qu'il va m'arriver quelque chose. Et donc, elle met 5. Donc, c'est intéressant parce que nous avons l'histoire, le ressenti de cette femme, alors que dans notre subjectivité, nous, on n'aurait pas su. Je passe, on pourrait faire tous les items, je passe sur l'histoire de vie. Alors, l'histoire de vie, c'est, je suis très, très attentive, d'autant plus maintenant que je suis dans une déontologie de cabinet en thérapie, de ce que nous pouvons raconter des histoires de vie dans nos staffs. Mais vraiment, imaginez dans cette salle, qu'est-ce que vous ne voudriez pas entendre imaginez que vous vous êtes confié dans le cabinet d'un entretien prénatal sur votre plus intime, quelque chose qui vous est arrivé. Qu'est-ce que vous ne voudriez pas entendre le lendemain, lire au staff devant 10 personnes et où chacun donne son avis? On ne peut pas, absolument pas, ouvrir toutes les histoires de vie. Là, moi, je veux savoir, dans cette histoire de vie, est-ce qu'elle est très bousculée, c'est très orageux, ou est-ce que c'est grand soleil dans son histoire? Mais j'en sais suffisamment. Je n'ai pas besoin de savoir toute l'histoire de vie. Donc, l'idée, c'est vraiment d'appeler à beaucoup, beaucoup de vigilance dans la transmission de ce qu'on peut mettre dans nos dossiers de salle d'accouchement, dans nos dossiers qu'on transmet. Et puis, je me permets, mais plus les femmes sont défavorisées, et plus on fouille. Voilà, c'est-à-dire, on sait sur 3 générations, c'est leur vécu, on sait qui a abusé de qui, comment, si elles ont de l'argent, pas de l'argent. Waouh! Mais voilà, comment on peut les laisser dans la dignité quand on fouille à ce point-là? Là, je veux simplement savoir comment elles vivent, ce qu'elles ont vécu de leur situation. Je pourrais vous décrire tous les items. L'idée, c'est de ne pas déplier tous les items. C'est de faire un état des lieux, comme le recommandent les 1000 jours, et de savoir simplement le vécu. Là, si je reviens à quelque chose de plus pragmatique, là, j'ai 2 visuels. Un premier visuel, une femme qui va bien. Là, c'est dans le dossier, ça ne donne pas un diagnostic, ça vient colorer le diagnostic. C'est une sage-femme des urgences qui me disait, moi, quand je reçois 2 cartographies comme ça, la première, je sais si cette femme, elle est paniquée parce que c'est conjoncturel, elle a eu peur, elle a saigné, elle a eu peur, elle arrive, elle est tout à fait rassurable. Si elle a la cartographie numéro 2, c'est structurel. Il y a vraiment, tout est touché. Donc là, elle n'est pas rassurable, elle n'a pas l'énergie, elle a beaucoup moins d'énergie pour un retour à la physiologie. J'ai beaucoup travaillé sur, aujourd'hui, cette femme qui a 34%, je le fais un peu rapidement, mais cette femme qui a 34%, c'est un cas clinique réel. Et cette femme, elle a passé, je l'ai vue moi, je l'ai fait cette cartographie a posteriori. Je lui ai dit, racontez-moi, c'était comment votre grossesse? Et on a fait cette cartographie. Elle est arrivée, elle m'a dit, à la maternité, j'y suis allée 1 fois, 2 fois, je suis allée 5 fois aux urgences. Et je leur ai dit que j'étais pas bien entourée. Je leur ai dit que je m'entendais pas avec mon père. Je leur ai dit que au niveau gynéco, ça n'avait jamais été top. Je leur ai dit que j'étais très très stressée. Et puis que je me sentais pas bien dans mon corps. Et puis que dans mon histoire de vie, c'était pas tiré. Je leur ai dit tout ça. Ils m'ont pas écouté. Ils m'ont pas écouté. Parce qu'ils ont dit, le col est normal. Sauf que tout ça, bien évidemment, on peut l'entendre à droite, à gauche, mais quand on met tout ensemble sur la même image, et qu'on voit cette image-là, et qu'on regarde l'énergie qui reste à cette femme pour accoucher à terme dans de bonnes conditions, on n'est pas étonné qu'elle ait accouché 15 jours après, à 24 semaines, avec un bébé qui n'a pas survécu.
Donc ça vient nous donner une idée de si cette femme, elle n'est pas en énergie, et les femmes, elles nous disent « je n'y arriverai pas, je n'ai pas l'énergie », et bien là, on le décide, on le score, hein, c'est tout en respectant ce que cette femme a à nous dire de son histoire. Là, moi j'appelle ça on peut utiliser un véritable observatoire santé publique. Il y a aujourd'hui, avec cette cartographie, un logiciel qui est mis à disposition de tous les professionnels. On a le nombre d'EPP réalisés en temps réel, dans les données, par type d'exercice. Il y a une région qui est la Franche-Comté où l'ARS a suivi ce projet-là et on est en train de former tous les professionnels. Donc, ce qui veut dire, soit on les forme à remplir la cartographie, soit on forme les gynécos, les pédopsychiatres, l'assistante sociale à interpréter, à lire les cartographies. Et là, aujourd'hui, le logiciel, il sort la semaine prochaine. On va pouvoir calculer toutes les EPP en temps réel. On va savoir quels EPP font une cartographie moyenne des EPP faites par du libéral ou par PMI. Quelle est la comparaison entre Belfort et Besançon, par exemple, dans les cartographies, par rapport à Lille, parce qu'on travaille beaucoup sur la région Hauts-de-France aussi. Comparer une cartographie prénatale, postnatale, une visualisation médiane de toutes les cartographies prénatales pour les femmes qui ont accouché prématurément. Est-ce qu'il y a une cartographie prédictive des accouchements prématurés? Ça pourrait être intéressant à savoir. Et on vient de faire, là on est en train on essaye, mais je dis on, mais moi je suis en libéral, avec mes tout petits moyens. Faire de la recherche, c'est déjà compliqué pour vous, mais alors moi, à mon niveau, je ne vous dis pas, même quand je fais un emprunt, que je peux y mettre de l'argent. Hein, aujourd'hui, on essaye de monter avec un labo de Nancy, pour calibrer, on a fait des cartographies EPNP, et on a fait des cartographies échelle d'Édimbourg. On a 100% de corrélation. Simplement, l'échelle d'Édimbourg, elle nous dit oui, non. En dessous de 12, au-dessus de 12. La cartographie Orkind, elle va nous dire à quel endroit ça va pas. Et puis, on va pouvoir savoir comment gagner du jaune. C'est ça l'important. Ma pratique professionnelle en thérapie aujourd'hui, à 80% au cabinet, c'est dépression du postpartum. Je les vois, ces femmes, c'est presque le maximum des gens que je vois. Et en ce moment, qu'est-ce que je peux avoir d'appel? Il y a une chose, il n'y a pas de psy. Là, je dirais mais il faut former des psys aussi à l'écoute. Il faut former les sages-femmes à la dépression, savoir reconnaître une dépression du postpartum. Et il faut savoir former les psys parce que ce n'est pas de la psychothérapie habituelle. Parce que la psychothérapie habituelle, on a du temps, là, on est dans l'urgence. Il y a un petit cerveau qui se construit à toute vitesse. Il y a le risque du suicide maternel, mais il y a un cerveau qui se construit. Donc là, il faut qu'on cible directement, on sait où on va et on canalise. Et la cartographie, c'est un outil que moi j'utilise au quotidien. Voilà un petit peu le retour des professionnels, ce qu'ils nous disent. Ça apporte une dimension plus humaine dans l'échange avec les patientes. C'est de la ludopédagogie. On travaille avec un jeu de photolangage. Ça pleure beaucoup, ça rit beaucoup. On reste dans la confidentialité. Ça remet le couple au cœur de la naissance. Ça permet de voir les potentialités des femmes et ça complète l'analyse pour être le plus complet. Ça permet de faire des transmissions éthiques et ajustées. Ça permet de savoir ce que vous devez transmettre à qui et comment, parce qu'à chaque item correspond une profession. Donc ça nous apprend à travailler ensemble. C'est une approche différente de l'EPP. Donc on a le ressenti de la femme, donc on a ses attentes. C'est un outil super pour monter un projet de naissance. Et puis le retour des parents. Le retour des parents, j'aime bien la cartographie sème des graines positives dans notre vie. Ça, j'aime bien, c'est joli ça. On entend beaucoup que ça m'a aidé à mieux comprendre ma compagne et que ça permet de poser des questions essentielles, parce que l'essentiel de ce qui se pose, c'est pas tant dans notre cabinet autour de la cartographie,
c'est que les parents repartent avec leur cartographie. Et après, ils vont parler en disant « Ah bon, tu es comme ça avec ta mère ? Ah ben, je ne savais pas. Et puis, tu es inquiète de ça. Et ils vont... Nous, on va leur montrer comment commencer à trouver des solutions. Mais dans 80% des cas, déjà, toutes les solutions, ils vont les travailler ensemble. Donc, ça permet de la communication dans le couple. Et puis, il y a quelqu'un qui nous a dit « Ça m'a donné envie de faire ma cartographie pour m'aider dans ma place d'homme et dans mon rôle de père. » Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était passionnant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, effectivement, c'était hyper intéressant. À un moment donné, vous disiez qu'il y avait à peu près 1000 sages-femmes qui étaient formées à l'heure actuelle. Et en fait, la formation, c'est sur une très longue période. Non. Là, je vais répondre. Pour actuellement se former à la cartographie, alors soit c'est 3 jours, soit EPP, soit EPNP. Et ensuite, un jour, une fois qu'on a compris le concept, après on refait, si on a fait 3 jours EPNP, on refait un jour EPP. Si on a fait 3 jours EPP, on refait un jour. Donc, après, nous proposons en accès libre à tout le monde, tous les gens qui ont été formés, on leur propose du retour sur expérience, donc une fois par mois, avec des webinaires. Ces formations, elles sont DPC, elles sont FIFPL. C'est vraiment et l'idée, ce que moi j'aime bien faire, c'est que quand on essaie de former les libérales, les PMI, l'hôpital, d'arriver à faire de la globalité, mais on rentre par un petit bout. Moi, j'ai plusieurs questions, Nathalie, pour toi. Peut-être un premier commentaire quand tu partais du constat que les sages-femmes faisaient dans le mémoire de l'étudiant de sage-femme en disant pour nous, le PP, c'est un moment privilégié pour dépister les fragilités, les facteurs de risque de vulnérabilité. Moi, je ne suis pas choquée que les sages-femmes disent ça. En fait, j'ai envie de me dire, ça veut dire qu'elles ont compris que c'était une consultation déjà différente des autres, dans lesquelles on va un peu plus dans le détail et tout ça. Donc, ça rentre dans une vision santé publique. Après, ce que tu proposes, c'est un changement de paradigme, en réalité, qui va beaucoup plus loin que est-ce que c'est une vision de santé publique. C'est comment je perçois l'autre, comment je l'encapacite en partant de ses forces et non pas en mettant le doigt sur ses faiblesses, quoi. Donc, c'est un changement de paradigme total, quoi. Donc, ça, c'était une remarque que j'avais envie de partager avec toi. Ça freine, En formation, ça freine. On parle de salutogénèse. Je sais bien. Et là, je vois ça. Voilà, et les femmes, elles disent, mais si elles vont bien, je sers à quoi ? Oui, mais on est formaté, symptômes, diagnostic, traitement. Bien sûr, mais on est formaté dans beaucoup plus que notre formation médicale. Tu le dis très bien, c'est dans notre vie quotidienne, depuis qu'on est tout petit. C'est sociétal presque. Ok. J'ai 2 questions. Tu parles de l'EPNP, ça veut dire que vous avez développé ce type de cartographie aussi pour le postnatal, ou vous reprenez un peu la même chose et vous la réévaluez pour voir du coup l'évolution, ou est-ce que c'est autre chose ? Vous étudiez d'autres dimensions. Tu peux nous en dire un peu plus ? C'est pratiquement que ce soit... Alors, ce ne sont pas des items, je dirais, spécifiques à la périnatalité, ce sont des items plutôt spécifiques aux neurosciences affectives, c'est-à-dire à la construction du cerveau. Donc, ces items, ils sont valables en PMA, on les modifie quelque peu, mais ils sont valables en PMA. Et donc, il y a quelques items qui changent en PMA, il y a quelques items qui changent en prénatal, en postnatal. Et puis, on a créé aussi, alors là, les items changent, je les présente prochainement au congrès de pédiatrie, c'est les items accordage mère-bébé. D'accord. Voilà. Okay. C'est en fonction, le concept, le paradigme reste le même. Tout à fait. Quelques items bougent. L'utilisation est la même. L'utilisation est la même. Et après, moi, je suis très intéressée par le versant recherche que tu as légèrement évoqué. Tu dis que tu travailles avec un labo à Nancy, que vous avez établi une corrélation presque parfaite entre votre scoring et le scoring de l'EPDS. Tu peux nous en dire un peu plus avec qui vous bossez, sur quel type d'échantillon vous avez travaillé ? Alors, c'est en route. On est en train de le mettre en place.
une épidémiologiste qui s'appelle professeur Albuisson, c'est le laboratoire des GERESP, mais c'est très, très, très difficile à mettre en place. Pour l'instant, on a vu le potentiel, on est en train d'écrire les choses, et on est en train de voir avec le CHU de Nancy, avec... dans notre monde. Moi, j'ai presque... Là, je me dis, j'écoutais hier une conférence sur la capitalisation en santé publique des expériences. Mais moi, je me dis, moi, je vais amener ma capitalisation de mon expérience. Et si quelqu'un veut chercher, qu'il cherche, quoi. Je suis fatiguée de faire ça. Ça fait 4 ans, 5 ans maintenant que je tente. Et on a failli le faire, ça a failli se faire en Auvergne. Mais moi, j'étais restée là-dessus. On a failli le faire, mais l'outil qui était utilisé, et dont j'ai oublié le nom, c'était comparer la cartographie à un test d'angoisse. D'accord. Mais la fameuse échelle dont on parlait tout à l'heure, anxiété. Et ça ne me parlait tellement pas. J'ai freiné, et ça a été un ultimatum. Soit on utilise cette échelle, soit... Ok, donc c'est pas une bonne idée. Voilà, d'accord. Donc, ok. Et la corrélation, vous l'avez établie sur quoi? Sur quelques dossiers ou c'était plutôt un échantillon assez important? Voilà, non. On l'a établi, alors là, sur quelques dossiers pour faire pour calibrer. Mais là, avec le logiciel qui sort, toutes les femmes qui font des cartographies, si les sages-femmes acceptent de participer avec moi à cette étude et remplissent, à ce moment-là, on va avoir, s'il y a 1000 sages-femmes de formées, qu'elles font toutes 10 et qu'elles répondent, là, on devrait avoir des données. Et le logiciel, c'est ton institut de formation qui l'a payé? Oui, c'est nous, voilà, c'est nous qui complètement en privé. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Bravo pour ce que tu fais. Merci. On va clôturer la session. Super, merci beaucoup. Bon, et puis, bon appétit. Bonne fin de congrès. Merci. Merci.